Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, la relance économique par la vaccination et cette distinction à l'international pour une école marocaine. Avec plus d'1 milliard de vaccinés dans le monde, peut-on déjà parler d'impact sur l'économie mondiale et surtout cela suffit-il pour rétablir la confiance auprès des acteurs économiques? Pour le cas du Maroc, eh bien, la reprise économique surpasse les pays d'Afrique et d'Amérique latine selon les nouvelles données de Bloomberg dans son classement économique qui évalue la reprise économique de 75 pays émergents. En discutons en compagnie de l'économiste Jamal Diouani. Il sera également question avec lui des effets de la financiarisation des économies et surtout du retour à une activité économique normale. En seconde partie, cap sur les ITS, l'école supérieure des industries du textile et de l'habillement qui vient de se voir décerner le prix Founders Award for Innovation lors du Global Career Services Summit, une récompense pour la création en 2015 du premier Career Center au Maroc ou centre de développement de carrière. Nous en parlons en compagnie du responsable de ce centre, Najib Hamouti. Bienvenue à toutes et à tous. Pour l'OCDE, la reprise économique mondiale passe par une accélération de la vaccination contre la Covid-19. Mais force est de constater que celle-ci est disparate à travers le monde. Analyse et projection avec notre premier invité que j'ai le plaisir d'accueillir depuis Agadir. Jamal Diouani, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, et merci de m'avoir invité. Avant de parler du cas Maroc, dans le monde, plus d'1 milliard de personnes vaccinées. Est-ce qu'on peut parler de la fin de ce cauchemar de Covid-19 ou en tout cas, est-ce qu'on peut parler d'un nouvel épisode puisque cette barre psychologique du milliard a été franchie? Oui, si vous voulez qu'on parle d'espoir ou lieu d'espoir, oui, il faut rester optimiste, tout à fait normal. Ne serait-ce que pour le moral, aussi pour perpétuer aussi certains comportements et habitudes qui commencent à s'installer pour contrecarrer toute forme de pandémie et surtout sa propagation dans le monde entier. Donc il faut, à mon avis, effectivement rester optimiste, d'autant plus que la situation aujourd'hui est totalement différente par rapport à ce qu'on a vécu tout au début de cette pandémie. Il ne faut aussi pas oublier que sur les 1 milliard de vaccinés aujourd'hui, il y a la moitié qui est concentrée entre 3 grands pays, donc les États-Unis, la Chine et l'Inde, et que le reste donc le rythme de vaccination dans les autres pays reste, comme vous l'avez si bien signalé, disparate, différent, très mal corrélé avec le niveau de développement de pays. On est en train de voir des pays qui ont des taux de vaccination élevés, sachant qu'ils ne sont pas du tout des pays développés ou riches. Et le contraire est aussi frappant. Des pays assez développés, comme des pays nordiques qui ont des taux de vaccination beaucoup moins élevés que des pays en voie de développement. Le Maroc est un exemple éloquent à ce sujet. Donc, avec 13% de sa population vaccinée, on dépasse la Russie. Qui est même producteur de l'un des vaccins les plus vendus au monde, Sputnik V. Donc il y a un élan, je dirais, de vaccination à travers le monde, avec des vitesses différentes entre États. Et selon les experts de l'OMS, il faudrait, si on continue à ce rythme, il va falloir entre 2 à 3 ans pour arriver à l'immunité globale Collective. au niveau de toute la planète. Sauf que le constat aussi, c'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas aujourd'hui acceptables. Il y a des pays qui ont des stocks de vaccins qui dépassent de loin le nombre de population. Le Canada, on est un exemple aussi frappant. Et on a cette sorte de nationalisme
de vaccination au lieu que ces doses soient affectées aux personnes dont le risque est plus important où ils sont au monde. Donc là où ils sont, ils doivent être donc servis en premier. Comme ça, on aurait plus, je dirais, d'équité et de justice aussi à travers le monde. Ça, c'est le rôle des instances de gouvernance mondiale, l'OMS, la Banque mondiale, le FMI, donc tout l'OCDE aussi qui devrait normalement mobiliser donc les bons esprits dans ce sens. Puisque la pandémie affecte le monde, affecte Très bien. tous les Alors pays du justement, monde elle et affecte sont tout le monde et aussi l'autre rôle, mais cette fois des États, et celui de soutien à leurs économies respectives. Est-ce que, selon vous, il y aurait des effets négatifs de la financiarisation, de cette financiarisation des économies, soit-elle européenne ou américaine? La financiarisation à travers des politiques budgétaires ou monétaires qui ont été adoptées depuis le début de cette pandémie finalement n'est pas un choix, c'est une nécessité. Quand vous avez un effondrement donc de la consommation d'une part et de la production aussi d'autre part, donc les gouvernements n'ont pas beaucoup de choix que de faire marcher la planche à billets, donc aider et subvenir les ménages, d'une part, la consommation, et puis aussi de soutenir l'entreprise. Donc, et là, il y a une panoplie de mesures qui ont été prises par pratiquement tous les États du monde et qui ont fait en sorte que l'impact de la crise ne soit pas aussi dur sur leurs économies. Très bien. Alors, puisqu'on parle d'impact, notamment par rapport à la confiance, tout simplement, des opérateurs économiques, passons maintenant au Maroc. Est-ce que vous pensez, bien sûr, aujourd'hui, un nouveau cap a été franchi, en l'occurrence, les 55-60 ans pourront recevoir leur dose du vaccin au Maroc, avec alhamdoulilah, cet avancement correct de la campagne de vaccination, vous pensez que la confiance pourrait être rétablie du côté de nos opérateurs économiques, ou il reste quand même cet aspect risque qui pèse sur le moral de nos opérateurs économiques, soit-ils industriels ou investisseurs tout court? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que le Maroc a très bien réussi sa campagne de vaccination sous, bien évidemment, l'œil bienveillant de Sa Majesté le Roi et ses directives et sa clairvoyance. Et je pense que le Maroc est aujourd'hui l'un des exemples, les pays exemples, en matière d'abord d'organisation, en matière de vitesse donc de vaccination, en matière d'implication des populations, des autorités aussi qui ont fourni un effort considérable pour organiser tout cela. Et je pense que cette première phase est une très belle réussite et il va falloir capitaliser sur cela dans le futur. Il faut aussi dire que les prévisions de croissance liées au Maroc sont de l'ordre de 4,6 à 4,7%. Ils sont aujourd'hui révisés un petit peu en baisse puisqu'il y a un décalage dans le programme de vaccination avec le retard qui a été accusé au niveau des livraisons des vaccins. Je pense qu'on devrait décaler la reprise, je dirais, reprise forte et soutenue au troisième, voire le quatrième trimestre de cette année, alors que c'était prévu déjà deuxième trimestre, fin deuxième trimestre, on devrait avoir presque 60% de la population vaccinée, ce qui nous donne qui nous fait rentrer dans le niveau de l'immunité collective, 60 à 70%. Impact de cela sur les opérateurs économiques, cela dépend des secteurs d'activité parce que à un moment donné, vous vous rappelez quand les économistes commençaient à
à faire des scénarios en jouant sur les lettres, donc L, donc décroissance et puis stagnation, en V avec décroissance et redémarrage, et puis en W. Aujourd'hui, on parle du scénario K. C'est-à-dire le scénario où il y a des branches qui vont repartir d'une manière rapide et très vite. Et puis il y a d'autres activités qui vont connaître un long moment de tension. Quand on voit l'industrie de l'aéronautique ou de l'automobile, je vois très mal comment ces deux branches vont redémarrer aussi vite, puisqu'on sait que c'est des industries dont les bons de commande ont chuté des 3 quarts, voire des 4. Il s'agit aussi, Jamal Diouani, il s'agit aussi d'agilité, c'est-à-dire que l'une des plus grosses leçons finalement de la Covid-19, c'est l'agilité et l'adaptation. Et c'est là, il y a aussi un effort à faire du côté des opérateurs économiques pour s'adapter aux besoins qui vont certainement changer post-Covid. Mais alors, c'est là où on va parler justement de financement de cette agilité, du rôle principal que devrait jouer ce fonds Mohamed VI, ce fonds stratégique Mohamed VI, non seulement en tant que outil de relance, mais en tant qu'outil d'accompagnement de cette adaptation finalement du tissu économique et de ces PME marocaines. Oui, tout à fait. Vous avez pris comme outil ou mécanisme de relance du secteur industriel qui est le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Mais il va falloir aussi rappeler que le business model de certains opérateurs économiques va totalement changer. Donc, on est dans des nouvelles logiques qui prônent la démondialisation, qui prônent l'approche des marchés, des consommateurs, qui prônent les nouveaux métiers d'avenir, donc le numérique notamment, qui aujourd'hui, tout le monde le constate, les grandes entreprises du numérique qui ont connu des croissances mais considérables quand on voit les performances de leur performance actionnariale, de leur action dans les bourses à travers le monde. C'est spectaculaire. Le commerce à distance aussi. Donc il y a des secteurs d'activité qui vont connaître donc un renouveau, et d'autres qui demandent une plus grande innovation. Maintenant, par rapport au secteur industriel, le fonds Mohamed VI pour l'investissement vient résoudre 2 problématiques majeures dont souffrait l'industrie au Maroc. Le premier, c'est le risque lié à l'investissement industriel. Donc aujourd'hui, il y a une conscience très importante que les banques ne suivent pas donc les projets industriels fort capitalistiques et qui ont des retours sur investissement. Rapidement, professeur Diouani, en 2 mots par rapport à l'autre point pour qu'on puisse passer à la deuxième partie, s'il vous plaît. Alors, si vous permettez, donc ça répond à la prise de risque par les banques d'une part, et aussi à l'autre partie parce que l'industrie marocaine est une industrie naissante ou basée sur quelques secteurs d'activité historiques et qui, depuis quelque temps, s'est ouvert sur quelques branches d'activité, donc à forte valeur ajoutée, à fort taux d'emploi. Reste que le fonds est aujourd'hui compartimenté selon des thèmes, donc avec 15 milliards de dirhams d'investissement du budget général de l'État, et puis 45 milliards de dirhams qu'il va falloir mobiliser encore auprès des opérateurs et des institutions privées marocains et étrangers. Donc c'est un excellent mécanisme pour faire participer donc l'État à travers ce fonds Mohamed VI et le secteur privé pour qu'il y ait donc une relance ciblée et structurante pour les industries à fort potentiel. Merci professeur Jamal Diouani, économiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco.
Le Global Career Services Summit est une initiative d'une ONG à but non lucratif dont la mission est de créer des liens entre les spécialistes de gestion de carrière au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi du secteur privé. Alors cette année, parmi les 5 trophées octroyés, il y a le Founders Awards Innovation qui a été décerné à l'ESIT, l'École supérieure des industries du textile et de l'habillement, donc du Maroc, aux côtés de la Kingston University, anglaise bien sûr, ou encore de l'University of North Carolina des États-Unis. Alors, le responsable du Career Center de l'ESIT est avec nous ce soir. Bonsoir et félicitations, Najib Hammoudi. Bonsoir et merci beaucoup. Nous sommes toujours dans cette ambiance de festivité par l'effet positif de cette distinction, que ce soit pour le Maroc ou pour notre école, madame. Alors, parlez-nous de ce Career Center ou centre de développement de carrière et surtout de ce taux d'insertion quand même dans le monde professionnel des lauréats de 92%. Exactement. En fait, nous considérons que le taux d'insertion, c'est plutôt un indicateur de tout l'établissement, de toute l'école. Et bien sûr, il y a un rôle qui est joué par le Career Center, qui est celui de rapprocher l'école avec le monde industriel, rapprocher les points de vue, et également, c'est-à-dire informer tout ce qui concerne l'adaptation des syllabus et des modes de formation pour justement pour satisfaire que les employeurs. Ça fait partie en fait de plus ou moins de l'ADN ou de l'histoire de la naissance de l'ESIT parce que c'est une école publique qui est née d'un partenariat public-privé entre le gouvernement de l'époque et l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Très bien, c'est de l'époque donc de 2015, date de la création de ce centre, n'est-ce pas? Alors, vous avez dit dans une interview, les centres de carrière sont semblables et différents. Alors, en quoi celui de l'ESIT se démarque-t-il des autres centres de carrière? Oui, en fait, celui de l'ESIT, il est un petit peu spécial. En fait, on dit qu'il était le premier. Donc, quand on avait commencé, on n'avait pas un modèle A1000. Donc, on a commencé disons avec les services de carrière traditionnels, ce qu'on appelle core services, de tout ce que le service de carrière font à travers le monde. Mais après, on a commencé à customiser notre career services par rapport à notre école, à nos étudiants, à nos lauréats. Donc, on est parti avec ces services de base. Et puis après, plus les étudiants tiraient, plus les lauréats tiraient, on venait avec d'autres services. Donc, on s'adaptait avec eux. Donc, disons que vous parliez tout à l'heure avec le professeur Divani d'agilité, disons que notre Career Center, c'est plutôt un concept très agile. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévu de faire au Career Center maintenant qui sont devenus vraiment des services indispensables. On n'a jamais prévu qu'un jour on allait avoir comme service d'accompagner les étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger. On le fait. On n'a pas prévu qu'on allait accompagner des étudiants ou les lauréats pour l'obtention d'une bourse de scolarité d'excellence, une bourse d'excellence. On en a maintenant des Fulbright. On a intégré Erasmus+, parce qu'on a remarqué que nos étudiants ils voulaient une expérience internationale. Donc, je crois que notre unique selling point, notre point de différenciation, c'est justement cette agilité. Très bien. Alors, oui. Najib Hammoudi, voilà, vous parlez d'agilité et moi j'ai envie de vous parler de cette mutation justement qui est en train de s'opérer dans le marché du travail, dans le monde et bien sûr immanquablement au Maroc aussi. Alors, comment accompagner les lauréats dans cet esprit de changement qui est en train de s'opérer dans le marché du travail? Quel est votre rôle dans cette mutation? Bien sûr, nous avons un rôle que nous assumons chaque jour. Je crois que ce que nous faisons d'ailleurs, c'est travailler sur l'orientation, c'est très important. Il faut que les jeunes, dès qu'ils intègrent l'école, puissent comprendre les métiers, puissent comprendre les industries. Vous parlez à quelqu'un, une personne qui vient d'avoir son bac, vous lui dites, par exemple, je dis n'importe quoi, vous lui dites l'industrie automobile, il pensera automatiquement à un succursale qui vend des voitures, alors que normalement, quand on parle de l'industrie automobile, c'est
Je sais pas, c'est plus de 200 équipementiers qui sont installés à Tanger et Kenitra et d'autres lieux qui font des pièces détachées et qui sont des fournisseurs de PSA ou de Renault. Donc, il y a un effort d'orientation. Il y a également un effort de ce qui est remonté avec la pandémie et tout ce qui malheureusement tous les effets pervers de la pandémie. Nous travaillons également sur les soft skills parce que justement c'est l'une des conclusions ou des leçons apprises de la pandémie, c'est qu'on a besoin d'une génération qui puisse s'adapter, une génération résiliente, une génération qui doit avoir un métier, disons, officiel qui est inscrit sur le diplôme, mais en même temps, on a besoin de cadres qui aient des outils, ce que j'appellerais moi des outils plan B. Et la plupart du temps, c'est des outils plan B, c'est des outils liés au digital et au système d'information. Est-ce que ce sont là les métiers de demain? Est-ce que là, on est en train de parler des métiers porteurs à court terme, Najib Hamouti? Et si oui, est-ce qu'on a la formation qui suit aussi? Oui, à court terme, disons que les métiers de la logistique portuaire et de la logistique en général, parce que dans, je crois, une année ou une année et demie, le port de Nador, ce qui serait un grand port qui va entamer ses opérations, donc il y aura besoin de recrutement. Mais je parle, sinon on va parler d'autres métiers mondiaux. Que le Maroc, c'est un pays qui a toujours démontré une certaine adaptabilité à ce qui se passe autour de lui dans le monde. Donc il y a ces métiers de data analyst, les métiers de l'intelligence artificielle et machine learning. Programmation, là, c'est vrai qu'on est plutôt dans le digital, mais vous savez qu'il y a une entreprise qui n'est pas mal, même pas 6 ans, Uber, maintenant, elle est mieux cotée que General Motors. Donc, quand on parle de tous ces outils, donc c'est vraiment des outils porteurs, que ce soit pour l'emploi, c'est-à-dire donner l'opportunité aux jeunes d'intégrer des métiers qui leur garantissent toute la dignité, qui récompensent les efforts de leur parcours universitaire. Il y a les métiers de la big data, bien sûr, on en aura besoin à court terme. Les métiers de cybersécurité. Mais qui soient relatifs à l'industrie du textile et de l'habillement, justement. Justement, pour l'industrie textile d'habillement, je pense qu'à court terme, il y a un débat sur le retour de l'amont, parce qu'il y a un temps où le Maroc était un fleuron de l'industrie amont, filature, tissage. On a dû l'abandonner pour des raisons que moi j'ignore, mais maintenant je crois qu'il y a une reprise de conscience. Il y a une prise de conscience concernant le retour de l'amont, tout ce qui est filature, tissage, parce que quand on voit l'import, ça coûte vraiment c'est de beaucoup de hard currency, qui part pour importer des fils et des tissus de pays comme la Chine, la Turquie, alors que si on revenait vers ce segment, ça serait magnifique pour notre pays, on va faire une grande épargne. Et également, on a besoin de designers de haut calibre, on a besoin de les former ici, justement pour accompagner le secteur dans cette logique de produits finis. Et si vous permettez juste une dernière idée, c'est que le Maroc a récemment légalisé le cannabis. Bien sûr, pas en tant que drogue, mais en tant que matière qui serait convertie en produits à haute valeur ajoutée. Vous savez, au Canada, en 2019, l'industrie du cannabis, c'était la 3e industrie la plus montante. Donc, on a besoin de former des cadres et des techniciens dans les laboratoires qui vont transformer ce cannabis en produit fini à haute valeur ajoutée pour notre pays. Notamment dans le textile, parce que le chanvre est utilisé comme matière première pour le textile également. Merci beaucoup, Najib Hamouti, responsable du Career Center de l'ESIT. Merci. Je vous en prie, madame. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.